Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Il ne fait aucun doute qu'à chaque fois qu'il est rattrapé par la réalité politique et économique, le régime algérien fait feu de tout bois pour mettre ses propres défaillances sur le dos du bien commode ennemi de la nation et donc de l'État qu'il croit être lui-même. Il y recourt systématiquement à chaque fois que les effets de sa nuisance et de sa toxicité se font ressentir durement dans la société. Une méthode tellement éculée, usée jusqu'à la corde, mais qui continue de servir. Et il faut dire aussi de convaincre, malgré tout, de larges couches de la population, celles-là qui continuent de boire ses paroles ou qui sont ses alliés naturels et donc naturellement disposés à toujours valider ses discours. Et pour ce régime, il en est du hirak, comme il en est du militantisme d'une façon générale, comme il en est des difficultés économiques. Toujours et systématiquement le même vieux procédé. User de tous ses moyens légaux, médiatiques et partisans pour réduire la problématique à une action malveillante, contre la nation, bien sûr, par un ennemi intérieur sous le contrôle d'un ennemi extérieur. Et c'est ainsi que les centaines de hirakistes qui ont été jetés en prison alors qu'ils ne revendiquaient qu'une transition politique pour un état de droit, ont été accusés de vouloir saper les fondements de l'État. Et c'est ainsi qu'ils ont été accusés d'être des mercenaires et des agents de l'État. Et c'est ainsi que des journalistes ont été traités par le président de la République lui-même de khabarjia, de balance. Et c'est ainsi qu'en un clin d'œil et en violation de ses propres lois et règlements, dont la Constitution scélérate qu'il a fait passer malgré le rejet massif du peuple, ce régime a mis en place un dispositif légal qui lui permet de classifier des mouvements politiques en organisations terroristes et de prendre à l'encontre de leurs militants des mesures coercitives extrêmes qui vont jusqu'à l'incarcération après de très lourdes peines de prison et à la saisie de leurs biens. Et de la même manière, c'est ainsi aussi que pour réagir à la flambée des prix, dont l'explication la plus logique est connue de tout le monde et qui réside dans l'incompétence de ce régime, dans sa gabegie, dans la vacuité de sa gouvernance, il a tout aussitôt trouvé le bouc émissaire tout désigné, le spéculateur, qui use donc de la rétention des stocks, de la rumeur, du monopole de fait, non pas seulement pour s'enrichir, nous dit-il, mais pour plonger le pays dans la violence et l'émeute, pour déstabiliser l'État, pour l'affaiblir face aux menaces de l'ennemi extérieur. Et pour l'exemple, voici quelques articles de presse et autres déclarations politiques sur le sujet. Jugez-en. Je cite: « Désinformation, manipulation et spéculation, qui veut mettre de l'huile sur le feu ?» Un autre titre: « Répression de la fraude, de la spéculation, le gouvernement décidé à sévir. » Un autre titre: « Spéculation et fraude, les autorités intensifient la traque. » Un autre titre: « Commerce, les spéculateurs traqués. » Un autre titre: « La fraude et la spéculation génèrent un chiffre d'affaires dissimulé estimé à 60,1 milliards de dinars. » Et c'est ainsi, dans tous les médias, un tant soit peu inféodés au pouvoir, en plus,
des très lénifiantes émissions de télé qui sont dans ce registre. Et c'est un véritable battage médiatique dont les motivations réelles ne font aucun doute, empêcher la vérité de se faire autour de cette crise et détourner l'attention de l'opinion publique sur les vraies causes de cette explosive situation qui ne sont rien d'autre en fait que les effets longtemps cumulés d'une gouvernance désastreuse, des effets qui avaient été occultés par la prospérité illusoire due à une inespérée rente hydrocarbures qui avait permis, pendant une vingtaine d'années, rappelez-vous, l'importation massive de produits de consommation en tout genre. L'autre anesthésiant social qui avait permis au régime d'occulter son incompétence a été la subvention des prix des produits alimentaires de base. Il a suffi, néanmoins, que la manne hydrocarbures s'assèche pour que la dure réalité émerge dans toute son ampleur. Voici pourquoi on nous sort cet épouvantail de la spéculation en rappelant au passage que si ce prétexte cousu de fil blanc pouvait avoir un tant soit peu de crédibilité, rappelons que les plus gros spéculateurs de ce pays, ceux-là qui se sont enrichis en milliards de dollars sur le dos du trésor public, ont été créés par le pouvoir lui-même, dont ils sont les clientèles et les parentèles. بصفة عامة سباغيتي مقارون الأمور هذه جاء وقت وانتم تعرفوا استوردنا البصل استوردنا البطاطا استوردنا الثوم استوردنا كل المصيبة استوردناها سباغيتي مقارون البصل البطاطا البصل سباغيتي البطاطا مقارون البصل سباغيتي مقارون كل المصيبة استوردناها البطاطا البصل سباغيتي البطاطا مقارون البصل سباغيتي البصل استوردنا البطاطا استوردنا الثوم استوردنا Algérie, après l'ennemi extérieur, le terrorisme, voici le spéculateur. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Lies Jbeili, ingénieur, économiste, financier, fondateur de l'Algérie Droit Devant. Lies, merci d'être avec nous. Merci Jameldine pour votre invitation et je salue les téléspectateurs. Merci. Nous devions avoir Athman Mazit avec nous, militant politique du CCAF. Malheureusement, on nous dit qu'il a été pris dans un embouteillage. Mais sinon, nous allons avoir avec nous Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Nordine Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jameldine. Merci. Et je salue aussi Lies Jbeili qui est avec toi. Merci. Alors, en deuxième partie, nous allons être rejoints par Boualem Amoura, syndicaliste, secrétaire général du SATEF, et Yahya Bonouar, journaliste. Alors, d'abord une petite remarque tout à l'heure dans ma présentation, j'ai fait une petite erreur. J'ai parlé de mercenaires et d'agents de l'État, en fait, de mercenaires et d'agents de l'ennemi, de la main étrangère. C'est ce que je voulais dire en fait. Lies Jbeili, donc voilà, après, ils ont utilisé l'ennemi intérieur, l'ennemi de l'extérieur pendant le Hirak. Puis, quand ils ont vu que le Hirak risquait de revenir à la faveur des réseaux sociaux notamment et des appels à la reprise du Hirak, ils nous ont inventé le terrorisme, les dahdouhismes. Et maintenant, pof, voilà, c'est spéculateur qui arrive. Comment expliquez-vous ce recours à de telles manœuvres aussi grossières pour justifier l'inexcusable? Parce qu'en fait, tout le monde sait que si aujourd'hui il y a flambée des prix, crise économique, c'est dû à des facteurs autrement plus objectifs, autrement plus vrais, comme ceux de la mauvaise gouvernance, comme ceux de l'assèchement de la rente pétrolière,
sachant que nous importions quasiment tout ce que nous consommions, et que maintenant, non seulement ils importent beaucoup moins, mais qu'en plus, ils soutiennent beaucoup moins certains prix. Comme ceux, par exemple, je donne un exemple, des aliments du bétail, des aliments, par exemple, pour le poulet, parce qu'il dit poulet dit aliments du bétail, absolument, médicaments et vitamines. Si ces prix augmentent, forcément le prix du poulet augmente. Et donc je vous laisse nous expliquer un peu ce que vous comprenez à travers cette énième manipulation. Alors, permettez-moi, Jamel Dine, il y a une citation de Nietzsche qui dit « Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. » Très bien dit. Ça veut Nietzsche dire... qui l'a dit. Ah, c'est Nietzsche, absolument. D'accord. Donc, tout ce qu'ils avancent, c'est un non-événement. C'est que le peuple algérien a compris que ce régime, il est dans une phase de repli quasiment, il est en panique, il cherche par tous les moyens de survivre. C'est l'instinct, il veut se donner un instinct de survie. Donc il nous a créé des scénarios ubuesques et burlesques, les dahdouh, pas mal d'événements qui sont risibles. Les dahdouh, maintenant le spéculateur, le régime, considère toute la société algérienne, le peuple algérien, s'il avance à dire n'importe quoi sur le gouvernement, il est catalogué, qualifié, labellisé, étiqueté comme terroriste. C'est-à-dire, c'est l'appétence pour le pouvoir. L'appétence pour le pouvoir. Quand on a une telle appétence pour le pouvoir, on perd toute proportion de raison. On n'est plus dans la raison. On est dans le sensualisme. C'est-à-dire que par des sensations. Il est là sans être là. Il vit que par des sensations. C'est ce qu'on appelle le sensualisme. Maintenant, ce régime, j'ai écouté un communiqué de Tebboune qui disait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? J'insiste sur l'impératif de mettre en exergue l'importance du rôle de la société civile et des médias pour lutter contre les spéculateurs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent des pratiques commerciales déloyales. Et même, il parle le rationnement de la consommation. Qui dit rationalisation, c'est rationnement de la consommation. Dit rationalisation de la consommation. Ça veut dire que c'est rationnement. Ça veut dire c'est rationnement. Ça veut dire c'est grave. Ça veut dire qu'il faut nous préparer à nous rationner? Absolument. Ça veut dire qu'on serait amené à avoir des bons de rationnement. Il le dit. Mais il le dit de façon un peu technique. Rationalisation de la consommation. Il ne parle pas de rationnement, il parle de la rationalisation. C'est une question de sémantique des mots, oui, jamais le dire. Oui, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que ni plus ni moins. Ça veut dire que l'État est en train de c'est un désengagement. Il n'est plus en mesure de subvenir ou de soutenir les produits de première nécessité. Mais en fait, son engagement premier, celui qui consistait à soutenir les prix, oui, et à anesthésier les masses, comme il dit, les foules, en leur important des produits, en n'exigeant pas la création de richesses, en ouvrant toutes les vannes de la rente. En fait, c'était un engagement destructeur. Absolument. Ce n'était pas un engagement dans le bon sens. Et aujourd'hui, il se désengage. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a plus les moyens de ses méthodes. C'est parce qu'il n'a plus d'argent. Sinon, il continuerait à soutenir les prix, à encourager la consommation, à endormir les gens. Absolument. En fait, il est hors jeu parce que toute l'économie, elle est centrée sur le pétrole, que sur l'exportation du pétrole. Oui. Notre pays, l'Algérie, il est faiblement intégré à l'économie mondiale. Oui. Si vous me dites, à l'économie tout court. À l'économie tout court. Si vous me dites quels sont les critères, les indicateurs, les données qui vous permettent de dire que notre pays, que l'Algérie désormais, que l'Algérie n'est pas intégrée ou faiblement intégrée à l'économie mondiale. Tout simplement, il y a quoi? 1 milliard d'investissements d'IDE pour l'Algérie. 1 milliard d'IDE d'investissement de la taille pour l'Algérie.
1 milliard. C'est quoi IDE, c'est investissement à l'étranger. Absolument. C'est ça. Donc, il y a combien? 1 milliard. Et qui c'est qui en profite? Ah ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement en Algérie. Hein. Oui. Ça veut dire que personne ne veut... Non, mais il y a 1 milliard d'IDE algériens vers l'étranger. Non, il y a 1 milliard, c'est-à-dire il y a 1 milliard d'étrangers à l'Algérie. Ah, d'accord. C'est pas pareil, attention. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'investissement, vous voulez dire? Investissement, c'est-à-dire ce pays, l'Algérie, personne, aucun pays ne veut s'investir. Oui. On ne veut pas s'investir parce que c'est un pays politiquement, il est instable. Quand on est instable politiquement, on n'attire pas les investissements. En plus aussi, au fait, il refuse, regardez, il n'accepte pas l'adhésion à l'article 8 des statuts du Fonds monétaire international. C'est-à-dire, il maintient le maintien des restrictions injustifiables sur le transfert d'argent à l'étranger. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut investir chez vous, vous lui dites, vous n'avez pas le droit de transférer vos gains, la vos plus-value, profits. le bénéfice que vous avez produit. Non. Donc forcément, il est hors catégorie. Troisièmement. Vous pensez que ça se pratique, ça? Il me semble que ça a changé. Il me semble qu'ils peuvent expatrier leurs profits dans une certaine marge. Non, mais dans une certaine marge. Il faut savoir que durant l'ère de Bouteflika, toutes les barrières douanières ont été levées. Ouais. Parce qu'il faut savoir que Bouteflika, il a fait des cadeaux à certaines entreprises françaises. Ouais. Ça c'est important, il faut le dire. En plus, la politique commerciale, il n'y a rien. Mais nous allons demander à Nordine Oussat, d'abord, Nordine Oussat, que vous inspire cet ultime, énième recours à un autre épouvantail, en l'occurrence spéculateur. Et parmi nous, il menace la nation dans ses fondements mêmes, nous dit-on. Il menace de faire exploser la cohésion sociale, de faire sortir les gens dans la rue. Et tout ça, selon le régime, serait calculé et que derrière, il y aurait la sempiternelle main étrangère, bien sûr. Que dis-je, si Jamaldine, c'est que ça n'inspire rien. Bien au contraire, ça me révulse. Ça fait remonter en moi une colère que j'avais mise, que je pensais avoir mise derrière moi depuis 20 ou 30 ans. J'ai travaillé sur les fruits et légumes, la production et la commercialisation des fruits et légumes dans la région algéroise en 1987-1988 et j'ai fait 3 années de recherche doctorale sur ce sujet. Je vais vous montrer des documents qui parlaient déjà, puisque vous avez parlé, vous les avez cités, regardez, c'est le titre du journal El Moudjahid de avril 1990 qui parle des spéculateurs. C'est quelle année, le dictat des spéculateurs? Le dictat des spéculateurs, le 10 avril 1990. D'accord. Le 10 avril 1990. Ouais. Donc voilà, donc déjà on parlait de ces commerçants, les grossistes, les mandataires qui étaient pour eux des spéculateurs. On en parlait déjà, même du temps de Boumedienne, je me rappelle, lorsqu'ils avaient inventé la fameuse formule du producteur au consommateur. Tout à fait, tout à fait. Nous avons, il l'a bien dit, c'est Lias tout à l'heure, nous sommes depuis 50 ans dans, lui il a dit le sensationnalisme. Sensualisme. Lui il a dit sensualisme, non, moi je dirais sensationnalisme. C'est la même chose. Oui. Sensualisme, c'est comme s'il y a une sensualité. Non, oui. Là il y a juste des sentiments, il y a juste des émotions. Regardez ce titre. Oui. Hein, c'est El Moudjahid du 21 mai 92. Les oasis de l'abondance. De l'abondance. Voilà. Le quotidien d'Algérie, de la même date à peu près, 21 avril 92, le nouvel Eldorado. Oh là là. Le nouvel Eldorado. Il suffit juste d'avoir une idée, juste une hypothèse, qu'on commence déjà à crier l'Eldorado, l'autosuffisance. La Californie à Mascar. La Californie, etc., le paradis, etc. Et dès que ça tombe un petit peu,
on commence à crier la riposte de l'État. Voilà, la chute. Là, on est, c'est le Moudjahid toujours, non plutôt Algérie Actualité, un petit peu plus intellectuel, Oui. du 23 au 29 octobre 1986. Mais je vous félicite, Nordin Aoussat. Vous avez réellement les archives nationales chez vous. C'est mon travail. J'ai travaillé dessus pour avoir mon diplôme supérieur. Donc, et je vais vous montrer encore une autre, plus loin encore. C'est une page du magazine Jeune Afrique. Agriculture, des chiffres. Des chiffres et les mots. MAUX. Oui. Agriculture, les chiffres et les mots. Quelle date? Quelle date? Je vais vous dire la date. Le 13 février 1985. Comme quoi, hein, ils n'ont pas beaucoup changé de méthode. Hein, Attends, juste une chose, quelques chiffres. En 84, il a fallu importer 60% des vivres. Écoutez bien, organiser le retour à la terre devient une priorité absolue. c'est... Attends, deux autres chiffres, Assi Jamaldine, deux autres chiffres. Il dit, il écrit, il dit quelques chiffres dont l'ampleur des dégâts. En 1963, l'année qui suivit l'indépendance, malgré les énormes destructions à la guerre, dues à la guerre, etc., le chambardement, etc., l'Algérie avait couvert 93% de ses besoins alimentaires. En 1984, le taux d'autosuffisance alimentaire était tombé à moins de 40%. De 93% à l'indépendance, en 84, on arrive à 40% et aujourd'hui, on est moins de 20%. On tourne autour de 30%. Donc, oui. Pour dire combien, après on rentrera dans le vif du sujet et je ferai parler des experts qui sont encore aussi experts, sinon plus que moi, dans ce domaine-là, pour qu'ils arrêtent leurs mensonges, qu'ils arrêtent de faire endormir ce peuple, ce pauvre peuple. Et comme il l'a si bien dit Elias, maintenant, il ne faut plus les croire. Il ne faut plus les croire. Tout ce qu'ils disent, il faut comprendre le contraire. Quand ils parlent de stabilité, il faut entendre par là qu'il va y avoir de grandes turbulences. Et s'ils parlent qu'ils maîtrisent, c'est qu'ils ne maîtrisent plus rien. Alors, Nordin Aoussat, mais nous sommes en 2021 et beaucoup de choses ont changé. Oui. Ces méthodes, ils pouvaient les utiliser dans les années 70, 80, 90. Mais là, tout le monde est branché maintenant, tout le monde est connecté au monde. Tout le monde sait en temps réel ce qui se passe à l'autre bout du monde. Mais ces gens-là font comme si rien n'avait changé. Ils n'ont rien changé à leur méthode. Ils continuent toujours à, je ne sais pas, mais c'est quasiment du mépris pour l'intelligence des gens que d'user de tels procédés. Ils pensent réellement convaincre les gens que cette flambée des prix, que ce qui se passe, c'est uniquement ces gros spéculateurs dans l'angle qui agissent dans l'ombre pour détruire l'Algérie et parce qu'ils sont sous le contrôle de forces étrangères, de cette fameuse main étrangère. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne dans leur tête? Comment ils en sont arrivés à continuer à réagir de cette façon alors qu'ils sont totalement déphasés, totalement déplacés? Jamaldine, regardez le livre que je tiens entre les mains. Oui. Ce livre que je tiens Révolution entre les mains, agraire, le point. Révolution agraire, le point. Oui. Ce livre est sorti probablement, voire certainement, il n'y a pas de date dessus, le tout début de 1980. D'accord. Si ce n'est fin 79. Oui. C'est qui l'a écrit? On ne voit pas bien le nom de l'auteur. Oui, c'est trop petit. Ammar Belhimer. Ah. Ammar Ça Belhimer. explique beaucoup de choses. Hein? Donc c'est les mêmes qui sont aux commandes. Absolument. Donc et ils ont gardé les mêmes méthodes. Absolument. C'est qui, au début de 1980,
voire peut-être et vraisemblablement fin 1979, qui faisait l'éloge de l'agriculture algérienne. Et le même qui est encore aujourd'hui. Je vais te citer une petite phrase et tu vas te retrouver ton édito, Si Jamaldine. Regarde ce qu'il écrit, celui qui a fait la préface, Nourdine Djillouli, de l'Union nationale de la jeunesse algérienne de l'époque, Oui. les poulains du FLN de l'époque. Oui. Regardez ce qu'il écrit. Au grand regret des affameurs du peuple, des antinationaux, des contre-révolutionnaires, la révolution en Algérie avance irrésistiblement vers de nouvelles victoires. شفت يا سي جمال الدين Ça me والله غير rappelle, تبكي ça me والله غير rappelle تبكي. beaucoup de choses. والله غير تبكي والله غير تبكي. Restez avec nous, Nordine Ok. Aoussat. Ok. Athman Mazit vient de nous rejoindre. Merci d'être. Alors, vous avez réussi à échapper J'ai quand même, oui. Bonjour à tous. à l'encombrement. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est très difficile l'île de France. Oui, donc il faut prendre ses dispositions généralement. Même Vous êtes militant politique du CCAF. oui. Et c'est la première fois que vous êtes avec eux. Vous nous faites l'honneur de venir discuter un peu avec nous. Marhaba bik. Tout l'honneur est pour moi. Et je passe bonjour au staff technique, à vos invités présents. Comme tout homme de gauche qui se respecte, vous commencez par le prolétariat de la télé. Pas de gauche, non. Sans eux, il n'y a rien. Voilà. C'est les premiers que j'ai rencontrés. C'est pour les piquer. C'est pour les piquer. C'est les premiers que j'ai rencontrés. Puis je passe le bonjour, bien sûr, à tous les téléspectateurs. Alors, voilà, donc pour vous mettre un peu dans le bain, vous venez d'arriver. Ce régime, il a toujours une méthode dans la gibecière. Chaque fois, quand il y a eu le Hirak, il nous a inventé cette histoire de main étrangère, de main de l'étranger, d'ennemis intérieurs. Quand ça s'est calmé, que ça a menacé de reprendre, il nous a inventé cette histoire du dahdouhisme. Comme on dit maintenant en Algérie, ça veut dire le terrorisme. Et maintenant que ça va mal, parce qu'il y a plus une menace de front social à cause de la misère, de la précarité, de la flambée des prix, que de reprise, j'allais dire, de la revendication politique, il nous a invité un nouvel ennemi, spéculateur. Ce monsieur qui l'a tapé à l'ombre, des griffes longues, des canines, des crocs, et qui prépare donc toute une stratégie pour faire exploser l'Algérie, pour faire sortir les Algériens dans la rue. Et donc cette situation ne serait due, selon ce régime, qu'à la spéculation, et seulement à la spéculation, et jamais de la vie de sa faute à lui, d'une mauvaise gouvernance ou d'autres arguments du genre. Quel est votre sentiment devant cette nouvelle situation ? C'est la stratégie habituelle du pouvoir, c'est toujours faire de la diversion, présenter des écrans de fumée. La spéculation, dans tous les pays, il y a de la spéculation. Mais quand il y a une économie qui est normale, qui respecte les règles, la spéculation, son influence sur le coût de la vie du citoyen, elle est négligeable. Voilà, tout à fait négligeable. Ce sur quoi on doit insister, c'est que le dinar, qui est une monnaie non convertible, puisque c'est l'État qui fixe, elle n'est pas en bourse, c'est pas la bourse qui définit le coût du dinar, c'est une monnaie nationale, c'est le pouvoir politique qui décide de sa valeur. Depuis 2020, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, enfin, si on peut dire depuis qu'ils l'ont installé au pouvoir, le dinar a été dévalué de 50%. Ça c'est un point essentiel à préciser. Et les salaires n'ont pas augmenté de 50%. Rien n'a augmenté. Donc le pouvoir d'achat, forcément, il est réduit de voilà, moitié. C'est mathématique. Le pouvoir d'achat est réduit de moitié. Après, trouver des spéculations, mais la spéculation... 50% de réduction, hein, 50% depuis l'arrivée de Tebboune. Depuis 2002. Oui, depuis l'arrivée, depuis 2020. 2020. Depuis l'arrivée de D'accord. Tebboune. Le dinar a été dévalué de près de 50%. Donc ça explique mathématiquement. Mathématiquement, on n'a pas besoin d'en dire plus. Voilà, c'est tout. C'est pas la spéculation qui fait monter les prix.
le dinar, compte tenu déjà que, comme vous l'avez dit, ça a été dit à plusieurs reprises, sur plusieurs émissions, pas que sur ces plateaux-là, mais l'Algérie importe tout. Elle n'a aucune autarcie, aucune indépendance alimentaire. L'Algérie est tributaire de ces importations. Nous sommes, on fait avec l'Égypte, on s'échange les places entre premier et deuxième importateur mondial de blé. L'Algérie et l'Égypte sont alternativement les premiers et les deuxièmes importateurs mondiaux de blé. Alors que l'Égypte, en termes de population, c'est au moins le double. Donc oui, ramener à la population, nous sommes les premiers importateurs mondiaux de blé. Voilà. C'est une évidence aussi. Avec un pays, et on importe du blé d'où? De France, de pays qui font 5-10 fois moins la superficie de l'Algérie. C'est incompréhensible. La France est notre premier fournisseur, il me semble, en termes en blé dur. En blé tendre, pardon. On achète du blé dur, on achète du blé tendre, oui. Surtout du blé tendre, de la France. D'accord. L'Ukraine aussi, c'est pas Mais il y a quelque chose que je voudrais nous préciser, parce que ce régime tente de faire croire qu'on importe beaucoup, c'est vrai, surtout quand il y a de l'argent, mais qu'on produit beaucoup localement aussi. Mais j'oublie de dire que la plupart de ce que nous produisons, surtout en termes alimentaires, on le produit avec des intrants majoritairement importés. Je vous donne l'exemple du poulet, par exemple. Poulet de chair, qui dit poulet dit trois choses, dit aliments du bétail, vitamines et antibiotiques. Et donc, ces trois sont quasiment importés à presque 90%. Donc, en fait, il y a même certains experts qui disent que par rapport à la maîtrise de l'outil de production, il serait peut-être plus intéressant d'importer du poulet tout près que de le produire en Algérie. Pour vous dire que non seulement il y a une très mauvaise maîtrise, mais qu'en plus on importe les intrants, ce qui compose le produit final. Vous avez une idée sur cet aspect économique des choses? Je ne suis pas spécialiste de l'importation, enfin, dans le domaine agricole, mais c'est tout à fait normal que si on importe tout ce qui permet de fabriquer, de produire, que ce soit en équipement, en outillage, en matière première, on ne produit rien. Même la transformation, le pétrole, on l'extrait, il est produit, on achète du gasoil et on achète de l'essence. Donc l'Algérie achète du gasoil et de l'essence alors qu'elle produit du pétrole. Elle n'est pas capable de... Donc on produit... Elle en produit un peu de l'essence, surtout dans la fameuse raffinerie d'Augusta, je crois, en Italie. D'Augusta, celle qui a coûté les yeux des milliers de cents. Voilà. Un prix. Mais sinon, ce recours systématique à l'argument, à l'épouvantail. Je posais la question à Nordin Oussad qui était avec nous. À la limite, ils auraient utilisé, comme ils l'ont déjà fait en 70, en 80. Mais maintenant, vous pensez que ça peut avoir prise sur des gens, sur la population, qu'ils puissent détourner ainsi l'intelligence des gens, les enfermer dans un tube? C'est une volonté politique. La dévaluation du dinar, c'est une volonté politique. Oui. Elle correspond, c'est l'État, le gouvernement. La planche à billets, c'est le gouvernement qui a décidé de dévaluer le dinar. Oui. C'est pas le fait de conjoncture ou quoi que ce soit. Il a décidé de dévaluer le dinar, sachant qu'il dévalue le dinar. Et c'est pertinemment les incidences, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur le coût de la vie du citoyen. Et on dévalue le dinar, donc mathématiquement les prix vont monter. Oui. Ils le savaient quand ils allaient. Quelle est l'intention de cette dévaluation? Est-ce que ce n'est pas se venger du Hirak, se venger de la population, dresser, mettre au pas la population? Peut-être pour encourager aussi l'investissement étranger, peut-être pour encourager l'exportation des produits algériens, qui coûteraient 2 fois moins cher pour les étrangers. Mais encore faudra-t-il produire? Oui, absolument. Exact. Ah oui, exporter. Encore faudrait-il produire. Encore faudrait-il produire. Exact. Ilyas Jbaili,
que ce régime use de tels procédés, rien que de bien normal. Mais pourquoi il n'y a-t-il pas de réaction au sein de la société civile, des observateurs, des partis politiques, des représentants du peuple, que je mets entre guillemets? Pourquoi ne disent-ils pas « Ah non, mais attendez, il ne faut pas nous enfumer, ce n'est pas une question de spéculateurs, c'est une question de bérésina économique, c'est une question de débâcle, de mauvaise gouvernance ». Pourquoi personne ne répond à ces gens, à leur propagande? En fait, la société civile, enfin le peuple algérien, il sait que le régime, c'est un maître incontesté dans la propagande. Hein. C'est-à-dire toute sa structure, toute son ossature existentielle, organisationnelle, elle est basée sur la propagande. Donc personne ne le croit quand il dit le spéculateur. C'est le spéculateur. Dans tous les pays du monde, il y a des spéculateurs. Hein. Oui, mais pourquoi n'y a-t-il pas de spéculateurs, par exemple, en France? Oui. Même, par exemple, vous, je vous encourage, je vous donne, tenez, voilà 100 milliards, allez spéculer. La pomme de terre, est-ce que vous pouvez spéculer la pomme de terre ou la tomate ou l'huile? Est-ce que vous pouvez le faire en France? Mais on ne peut pas le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, dites-moi pourquoi. On ne peut pas le faire en France parce que, pour une raison très simple, en France, l'État n'intervient pas, tout est régulé. On peut pas prendre c'est des prises de risque quand on dit spéculer. Oui. Spéculer, c'est quoi? C'est une activité, au fait, hein, humaine à la base, qui consiste, par anticipation, à jouer sur l'évolution, sur le court, moyen et le long terme, d'un prix en général ou d'un prix. À prévoir, pour en mais faire aussi une plus-value. à influer sur le cours des événements. Influer, par exemple, créer la pénurie. Tout à fait, absolument. Ouais. Le but, c'est pour en faire une plus-value et par ricochet aussi, pour créer de la pénurie, au fait. Ouais. Donc là, ils stigmatisent le spéculateur parce que, pour moi, ils n'ont plus les ressources avant, ils n'ont plus l'argent nécessaire pour acheter la paix sociale, pour soutenir les produits de première nécessité. L'Algérie, c'est un pays insignifiant. Ça part sur le plan mondial en termes d'exportation. Elle est classée 119e place en 2019. 119e place. Et avec le pétrole et le gaz. Avec le pétrole, tout à fait. Oui, avec le pétrole et le gaz, elle est 119e. C'est classé en 2019. Je rejoins mon camarade. Nous ne produisons rien. Nous sommes un pays, au fait, dit déversoir. C'est-à-dire, c'est une politique qui est voulue. Je ne sais pas comment elle a été conçue. On n'a pas d'économie. On n'a pas d'économie. On a une économie rentière. Même en 62, on a hérité une économie coloniale. Il faut le savoir quand même. On a hérité une toute petite une économie coloniale. Après, c'est un modèle économique qui a été décidé de la sorte, qui a généré une économie rentière, révolution agraire, la grosse industrialisation, et n'en parle pas. Tout ça, c'est une faillite. On n'a pas d'économie. Comment voulez-vous que nous soyons affectés par la mondialisation? Moi, personnellement, j'aime bien comprendre est-ce que réellement la mondialisation nous touche ou pas? On n'est même pas, on est loin. Certes, nous faisons partie des pays interconnectés par rapport à cette mondialisation, mais nous ne pesons rien du tout. C'est-à-dire, on n'a pas d'économie par rapport même à d'autres pays de la région, pour vous dire. Nourdine Aoussat, je suis tenté de vous poser la même question. Pourquoi n'y a-t-il pas de spéculateurs dans des économies, j'allais dire, moyennement honorables? Par exemple, je vous inviterai à faire de la spéculation de pommes de terre ou de lait ou d'huile en Allemagne ou en France ou en Angleterre. Est-ce que vous pourriez? Et sinon, pourquoi vous ne pourriez pas? Ah, Nourdine Aoussat s'est déplacé. Alors, donc, oui. Justement, en fait, il y a des économistes comme Cohen, comme Millet, qui disent que la spéculation, le spéculateur voit la spéculation, il la voit de deux manières différentes. C'est-à-dire, il la voit soit par soi-même et se mettre aussi à la place de l'autre. Donc le spéculateur dans tous les pays du monde, ils vont exister, ils vont spéculer. Donc ça, c'est une diversion du pouvoir qui stigmatise les spéculateurs, allant jusqu'à les condamner, 30 ans d'emprisonnement,
et criminaliser la spéculation. Moi, je n'ai jamais fait Hayati comment c'est-à-dire il veut revoir le code pénal, il veut donner instruction pour revoir le code pénal pour criminaliser la spéculation, 30 ans de prison et poursuivre et avec la possibilité d'aller vers la condamnation à mort. La condamnation à mort. Peine capitale. Alors, nous allons d'abord écouter M. Tebboune, la criminalisation, puis nous allons écouter la réponse de M. Nordin Aoussat. M. Tebboune. عندنا القانون اللي يجرم ب 30 سنه اقل ادنى عقوبه هي 30 سنه سجن. ممكن تمشي الى المؤبد لكن مس في امور ونخليه. المؤبد, il a dit le mu'abbad, hein, c'est à perpétuité, c'est pas la peine capitale. Alors, Nordin Aoussat, je vous ai posé la question, vous n'étiez pas, vous étiez déplacé. Est-ce que, pourquoi il n'y a pas de spéculateurs en Allemagne, en France, en Angleterre? Pourquoi ne peuvent pas-ils eux aussi spéculer dans l'huile, dans la tomate, dans la patate? Écoutez, si Jamaldine, c'est simple. C'est simple. Il y a des lois physiques et il y a des lois économiques. Comme il y a aussi des lois sociales ou sociétales ou sociologiques. Il y a l'offre et la demande. Quand vous avez sur un marché suffisamment d'offres produites localement ou importées, de préférence produites localement, bien sûr, vous n'avez de place à aucune spéculation. Nul ne va prendre le risque de spéculer sur un marché abondant. C'est la pénurie et uniquement le manque quand vous avez un décalage entre l'offre qui est plus basse que la demande. C'est là, bien entendu, qu'il y a un grand boulevard, une grande porte ouverte aux spéculateurs. Mais c'est le discours du régime. Il est en train de dire ces spéculateurs créent des pénuries. Alors on est tenté de leur répondre, pourquoi ne l'ont-ils pas créé pendant les années Bouteflika quand il y avait la rente, la grosse manne pétrolière? C'est archi faux. Moi, je le mets au défi de nous montrer ces personnes-là qui spéculent et quelles sont les quantités exactement avec lesquelles ils spéculent. Juste un exemple. L'État, en ces jours-ci, il veut casser les prix et les placer à un plafond de 50 dinars. Mais quelle est la quantité qu'il a mobilisée pour cela? 100 000 kentos. 100 000 kentos, c'est une consommation de 2-3 jours pour les Algériens. Ce serait des quelques centaines de milliers de kentos, oui. Donc le problème, c'est l'État. Je vais montrer juste 2 exemples à Si Jamaldine. Donc la spéculation, c'est faux. C'est la production pour des raisons diverses. D'ailleurs, l'intervention de l'État cette année, qui pense résoudre le problème, il va créer un problème pour l'année prochaine parce qu'il va faire perdre ceux qui ont investi, ceux qui ont produit, les fellahs, et les grossistes qui se sont engagés, ils ont acheté des récoltes, ils ont engagé leur argent. Si jamais ils perdent cette année parce que l'État est intervenu avec les moyens du pétrole, avec les moyens du peuple, de la nation, pour casser les prix, pour casser le prix du marché, l'année prochaine, ils ne vont pas investir parce qu'ils ne vont pas perdre 2 années de suite. Et on va se retrouver avec un autre problème, c'est que la pomme de terre qui est arrivée à 100 dinars, par exemple, cette année, elle risque d'arriver à 150 dinars l'année prochaine et l'État ne pourra même pas importer les quantités suffisantes pour inonder le marché ou baisser les prix. Regarde, هذه جريدة المساء. هذه جريدة المساء. Voilà ce que dit janvier 90. 11 janvier 90. الخميس 11 janvier 90. حان الوقت للضرب بيد من حديد على سماسرة سوق الخضار. يعني سماسرة, il faut frapper avec une main de fer.
frapper avec une main de fer les spéculateurs. C'est exactement ce que disait Tebboune tout à l'heure. Dans 90, 2021, on est encore à menacer, on est encore à vociférer et à... Mais Nordina, cette question que j'ai posée à mes invités ici sur le plateau, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction de la société civile à ce discours complètement hallucinant? Pourquoi n'y a-t-il pas des gens, des acteurs de la société civile qui viennent nous expliquer ce que vous êtes en train de nous dire, que la réalité est ailleurs, qu'elle n'est pas dans la spéculation, qu'elle est ailleurs? Oui, absolument, parce que vous avez deux raisons. Moi, j'ai regardé les journaux, les unes des journaux de cette semaine. J'ai regardé Liberté, j'ai regardé Le Watan. On reprend les mêmes titres qu'il y a 30 ans. On continue toujours à accuser les commerçants, les grossistes, d'être à l'origine de la hausse des prix ou bien de la désorganisation sur le marché. Or, vous avez ici un livre écrit par Ammar Sarni et le livre est sorti en 1984. C'est sur le commerce des fruits et légumes. Quelle structure pour quel marché dans les éditions de l'Office des publications universitaires. Je vais juste lire la dernière phrase, exactement 84, la dernière phrase qu'il cite dans son livre, la dernière phrase de sa conclusion. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Ainsi, 20 années après l'accession à l'indépendance, le poids des problèmes qui se posent au niveau de la commercialisation des fruits et légumes est, comme celui des difficultés rencontrées par le secteur de production agricole, autant économique que politique. » Et quand il dit politique, c'est-à-dire la politique économique. Donc c'est un problème économique. Je vais dire une dernière phrase, si Jamaldine, Smahli. Là, c'est la toute dernière nouvelle. C'est le dernier livre qui est paru sur l'agriculture algérienne. Je l'ai acheté la semaine dernière. Et donc c'est septembre 2021. Mais il est sorti octobre 2021. Voici le livre de Jamal Belaïd, L'agriculture en Algérie. Au lieu de parler comme nos voisins de l'Ouest, qu'on n'ose pas citer, au lieu de parler d'exportation, de rentrée d'argent, là, qu'est-ce qu'il dit dans le titre? L'agriculture en Algérie, ou comment nourrir 45 millions d'habitants en temps de crise. Aujourd'hui, notre agriculture, au lieu qu'elle soit une source de rentrée de devises, et au lieu qu'elle soit productrice de richesse, là, le grand problème, c'est comment on peut nourrir. Et il dit dans ce livre que 70% de la ration calorique de l'Algérien, elle est importée. Le blé est importé, le sucre est importé, les céréales, donc le blé dur pour le couscous, le blé tendre pour le pain, les légumes secs, le lait en poudre, mais c'est catastrophique. Au lieu que Tebboune, je rappelle que Tebboune, son première apparition après sa, entre guillemets, élection, sa première apparition à la télévision, il parlait de Si'ar al-Batata. Si vous pouvez retrouver, c'est sa première apparition, c'était la 3e semaine de janvier 2020. Il parlait de l'batata. Et il est encore aujourd'hui à parler de l'batata parce que ce sont des incompétents, parce que ce sont des irresponsables. Au lieu de s'attaquer au problème, ils cherchent toujours des boucs émissaires. Si ce n'est pas Rachid et le MAC sur le plan politique, les soi-disant spéculateurs, alors qu'il n'en est rien. Donc pour terminer, et vraiment terminer, Chiche, qu'il nous montre ces spéculateurs, qui sont-ils et quelles sont les quantités qu'ils ont soi-disant stockées pour provoquer cette soi-disant flambée des prix. Merci beaucoup pour merci Nordina Oussat, au plaisir de vous retrouver. Alors nous allons encore écouter M. Tebboune avant de recevoir nos deux autres invités. M. Tebboune. بالله العليا اللي نحكموا ماني طالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه
إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت قسما بالله العلي اللي نحكموا ماني طالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام. Bien. Il a dit l'Edam, donc j'avais bien raison. Hein. Edam, la peine capitale. Alors, nous allons recevoir Boualem Amoura Yahya Bonouar, Boualem Amoura, syndicaliste, secrétaire général du SATEF. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous les invités, à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci de votre invitation. Merci. Alors, cette histoire de flambée des prix, tout à l'heure, Athman Mazid nous a donné une explication très simple et en même temps très éclairante. Il a dit que depuis 2020, le dinar a été littéralement oblitéré de la moitié de sa valeur, donc très naturellement. Quand le dinar perd la moitié de sa valeur et que les salaires n'augmentent pas, donc le pouvoir d'achat est réduit de 50%. C'est aussi simple que ça. Mais sinon, vous, en tant que syndicaliste, comment la société algérienne vit-elle cette crise économique qui ne dit pas son nom, cette crise qui frappe de plein fouet les catégories sociales les plus modestes, j'allais dire? Eh bien, sincèrement, nous le vivons. Nous sommes en Algérie, nous vivons avec la société algérienne, le peuple algérien. Eh bien, nous le vivons d'une façon angoissante. Et bien sûr, quotidiennement, nous avons ce stress. Comment nous allons vivre le lendemain, aujourd'hui, comment vivre le lendemain? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Tous vos invités ont essayé de faire dans l'histoire, de nous dire que depuis 1990, depuis 2010, ils ont toujours utilisé ces spéculateurs pour faire dans la diversion. Vous savez que ce n'est pas un problème de spéculateurs. Les spéculateurs ont toujours existé depuis la nuit des temps. Mais le problème, comme le disaient certains de vos invités, c'est que c'est l'absence de l'État, c'est l'absence des organismes chargés de combattre ces spéculateurs-là. Parce qu'au moment où je vous parle, oui, ce matin, cela fait plus de 10 jours Pardon, que Boualem Amoura, à côté de vous, nous sommes en train de passer les commentaires et les questions que nous posent nos téléspectateurs sur ma page. Donc, à chaque fois, il y aura à côté de vous un placard où on peut lire les commentaires de nos téléspectateurs. Poursuivez, je vous prie. Merci. Donc, je cherche depuis plus de 10 jours, moi, à Tizi ou à Béjaïa. Ne parlons pas d'Alger. Et d'ailleurs, cette crise a commencé plus de 20 jours maintenant. Je ne trouve pas un bidon d'huile de 5 litres. Bien sûr, vous allez retrouver une certaine marque qui fait plus cher. Donc, pour 4 litres, c'est 1200 dinars, 1000 à 1200 dinars. Le simple citoyen, le travailleur algérien ne peut pas se la permettre à cette prix-là. Donc, à chaque fois, on fait dans la diversion. Moi, ce que j'accuse là, les services de l'État, où sont-ils? Que font-ils pour mettre fin à cette Mais Boualem Amoura, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes en train de dire que l'explication se trouverait dans l'absence de l'État qui ne contrôle pas suffisamment et qui permet à ces spéculateurs de s'installer, de faire leurs lois. Donc, en fait, vous vous rendez à la logique du régime qui est en train de dire ce n'est pas dû à mon incompétence, ni à ma mauvaise gouvernance, ni à mon défaut de prévision, ni à tous les critères économiques possibles et imaginables, mais ce sont ces parasites, ces spéculateurs qui sont en train de tout déséquilibrer. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. Non, c'est pas ça. Je m'excuse. Je dis où sont les organismes, les structures de l'État qui sont chargés de contrôler. Je ne vous cache pas, moi, je suis en Algérie, je discute avec un commerçant. Déjà l'année passée, quand il y avait cette crise-là, j'avais discuté avec un commerçant. Vous savez, pourquoi il ne ramène pas l'huile? Il n'accepte pas d'acheter l'huile parce qu'on l'oblige à la facture. Il me dit texto,
moi, je ne travaille pas avec la facture, sinon mon chiffre d'affaires, il va augmenter et l'année prochaine, j'aurai des impôts plus que ça. Parce qu'il faut reconnaître qu'en Algérie, moi, en tant que fonctionnaire, je paie des impôts plus que le commerçant. Les commerçants paient forfaitairement un montant de 36 000 dinars, 3 600 de centimes, si j'ose dire. Moi, je paie presque plus que 22 000 dinars mensuellement. Ça, c'est de la bouche des commerçants. Donc, moi, ce que je me pose la question, où sont les services de l'État? Quand un camion de remorque, il passe devant les services de l'État avec une charge d'huile ou de pommes de terre, on ne lui demande même pas une facture. Quand il se place dans un marché, on ne lui demande même pas l'adresse de son produit. Là, moi, je parle de l'État. L'État qui doit assumer et assurer ses responsabilités. Mais sinon, si je parle des spéculateurs, oui, ils existeront tout le temps. C'est comme les voleurs, il y a toujours des voleurs, mais il y a des policiers, des juges qui doivent bien sûr les condamner, les policiers les attraper et les juges les condamner. C'est ce que je veux dire. Et restez avec nous, Boualem Amoura, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Yahya Bonouar, journaliste, merci d'être avec nous, Yahya. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir, Jamaldine. Merci. Alors, Yahya, cette histoire de spéculateur qui débarque. Énième épisode, voilà. Aujourd'hui, c'est les spéculateurs. Hier, c'était le Maroc et Israël qui mettaient le feu aux forêts. Avant, c'était le MAC et Rachad. Avant, c'était l'Oxygène, on ne sait pas qui. Avant ça, c'était un vieux qui a retiré toutes les liquidités, selon Tebboune, hein. Et avant, c'était l'huile, et avant, c'était l'eau, et avant, c'était l'électricité. On a affaire à un régime des gens qui sont aux responsabilités, mais qui sont irresponsables de tout. Chaque fois qu'il y a un manque, une crise, ils trouvent et ils collent ça à quelqu'un. C'est jamais eux, ils sont responsables de rien. Ils sont aux responsabilités, mais ils sont responsables de rien. En vérité, ils sont irresponsables et ils n'ont pas les qualités ni les compétences pour exercer le pouvoir. D'ailleurs, ils sont au pouvoir parce que c'est les généraux qui les ont mis au pouvoir. Je parle des civils. Mais tout ça nous donne l'image qu'un pays ne peut pas être géré par des généraux et qui choisissent eux-mêmes les civils incompétents, irresponsables, qui n'ont de compte à rendre à personne. Parce que quand vous avez été élu par le peuple, vous devez rendre des comptes au peuple. Mais quand vous avez été désigné par un caporal, un lieutenant ou un général de l'armée, vous rendez des comptes à un général. Et donc, vous ne travaillez pas pour les gens qui vous ont élus, vous travaillez pour celui qui vous a désigné. C'est le régime militaire, voilà, c'est ça, on est dans l'incompétence totale et surtout l'irresponsabilité. Alors la prochaine fois, ils vont vous dire c'est les Martiens, c'est les extraterrestres qui sont venus. À chaque fois, c'est pareil. Aujourd'hui, on en arrive à la pomme de terre. Avant, c'était l'huile. Avant, c'était le lait. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, le lait. Et ensuite, c'était avant l'oxygène, et l'argent dans les banques qui n'existent pas, l'électricité, l'eau. Ce peuple est en train de subir à peu près quelque chose d'incroyable par l'incompétence du régime. Et voilà. Mais Yahya, ils parlent aujourd'hui de spéculateurs. Ils ont toujours parlé de spéculateurs. Mais les vrais spéculateurs, les grands monopoles de distribution et de transformation, ce sont eux qui les ont créés. Ils ont créé M. Sucre. C'est un bonhomme qui avait le monopole du sucre de toute une population de tout un pays. Vous imaginez un peu. Ils ont eu le monopole de l'huile, ils ont eu Monsieur Médicament, Monsieur je ne sais pas quoi, Monsieur Sucre, Monsieur Semoule, Monsieur Blé. Si tant est qu'il y a des spéculateurs, des monopolisateurs de la grande distribution et de la transformation et de la grossisterie, ce sont eux qui les ont créés. Non seulement ils les ont créés, mais ils sont incapables de réguler. Encore faudrait-il qu'ils aient l'intention de réguler ou la capacité de réguler. Quand vous avez le souci
de la population, quand vous avez le souci du peuple algérien pour qu'il arrive à obtenir les matières premières pour vivre, vous trouvez les moyens pour que ça arrive. Mais quand ce n'est pas votre souci premier, c'est de vous maintenir au pouvoir. La seule chose qu'ils excellent, c'est la répression, la paupérisation, installer le désespoir dans la population. On parle de ça, le prix de ce qu'on est en train de parler, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens qui fuient le pays dans des embarcations. Certains arrivent en Europe et d'autres meurent en mer. Voilà le résultat de la politique. Ces gens-là, si chaque matin, puisqu'ils sont aux responsabilités, quand vous acceptez une responsabilité, que vous soyez maire, wali, président, ministre et même général, vous avez le souci de servir la population. C'est votre devoir de faire tout ce que vous pouvez pour que les gens accèdent au minimum, accèdent à l'huile, au pain, à la farine, à l'oxygène, aux espèces, aux liquidités pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, puisque c'est un régime illégitime, qui a une illégitimité politique, leur priorité, c'est la répression. Réprimer, mettre les gens en prison, surveiller Facebook, celui qui écrit une phrase sur Facebook est jeté en prison alors que des millions de gens ont difficilement accès à la pomme de terre, à l'huile, à la farine, à l'eau et à l'oxygène. La question, elle est avant tout politique. C'est d'abord une crise politique, une crise de légitimité sur laquelle, bien évidemment, se greffe une crise économique et une crise sociale. Aujourd'hui, l'Algérie vit une grave crise sociale. Les gens ont du mal à vivre, ont du mal à nourrir leurs enfants, ont du mal à s'occuper de leur famille, avec des gens qui sont totalement irresponsables et qui n'ont qu'un seul souci, c'est casser le Hirak, mettre les gens en prison, casser la démocratie, briser les libertés, violer les lois et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas attendre de ces gens-là qu'ils s'occupent de vos problèmes quotidiens, alors que leur problème principal, c'est de se maintenir au pouvoir. Merci, Yahya Bonouar, au plaisir de vous retrouver. Et nous allons écouter M. Sami Kouli, Al-Qolli, plutôt Sami Al-Qolli, responsable au sein du ministère du Commerce. Et puis nous allons revenir à nos invités sur le plateau. Oui, j'ai parlé des fake news à dessein, parce que c'est prévu aussi par la nouvelle loi. Vous parlez de rumeurs. Oui, la diffusion de nouvelles ou d'informations fausses ou calomnieuses propagées sciemment dans le public afin de provoquer une perturbation du marché et une hausse subite et non justifiée des prix. Diffusées sur le public, c'est considéré comme une spéculation, oui, illicite. Chacun assumera ses responsabilités. Le recours à des offres sur le marché pour provoquer des perturbations des prix ou le dépassement des marges de bénéfices fixés par la loi, la présentation d'offres de prix supérieurs par rapport à ceux pratiqués par les vendeurs habituellement, l'exercice individuellement, collectivement ou par entente, une action sur le marché dans le but de bénéficier d'un gain ne résultant pas de façon naturelle de l'offre et de la demande, le recours à des manœuvres visant à la hausse ou la baisse de la valeur des billets de banque. Ça aussi, c'est de la spéculation illicite. La pénurie aussi, il faut la définir parce que... Provoquée, préméditée. Oui, provoquée, préméditée, c'est la disponibilité de biens ou de marchandises en quantité insuffisante ne répondant pas aux besoins de la population, causée par l'augmentation de la demande et l'insuffisance de l'offre. Il faut que ce soit aussi constaté sur le terrain. Ce n'est pas à n'importe qui de dire il y a pénurie ou il n'y a pas pénurie. Aujourd'hui, c'est défini à travers ce mécanisme nouveau. On dirait qu'ils sont dans une autre planète. Ce n'est pas à n'importe qui de dire qu'il y a pénurie ou pas. Alors qu'une pénurie, ça se constate par ceux qui consomment le produit. Nous allons encore écouter Monsieur le ministre du Commerce et une citoyenne et comment elle lui répond. Incroyable. Écoutez bien. الكذب في الكذب ما كاش الحقيقه من بعد نجي نهضر معاك وراهم يديروا لي في الطريق هذه البلاد هذه ولا الشعب ولا الشعب بطاطا ما عجبني خلينا من البطاطا لا نكونوا متفاهمين وجهك غالي وجهك غالي كلشي جاني غالي قولي لي وجهك غالي كلشي الخضره حسن التعامل الحليب ما كاش الحليب بصح ما كاش On a l'impression que ce régime ou cet État, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, est réellement
à côté, c'est comme s'il marchait à côté de lui-même, c'est comme s'il n'était pas branché dans cette société, c'est comme s'il ne savait pas ce qui s'y passait, alors que c'est un régime qui flique la population, qui la flique jusqu'à ces petits détails. Mais on dirait qu'il est sur une autre planète. Il n'est pas sur une autre planète, il a d'autres intérêts que les intérêts de la population. Donc c'est tout à fait normal, il est dans sa démarche, il défend des intérêts qui ne sont pas ceux du citoyen. Rien qu'en 2014, le plan quinquennal 2014-2019 de feu Boutef, c'était 286 milliards de dollars. 286 milliards de dollars de 2014 à 2019. Où sont-ils passés? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a? On les a mangés. Oui, il y a eu un siphonnage des deniers publics par une oligarchie qui s'est agglomérée autour du système, qui a profité du système. Il y a eu des monopoles qui ont été installés sur l'huile, comme vous avez très bien rappelé, le sucre, le médicament, le lait, le blé, la viande. Voilà, et c'est partagé entre quelques oligarques qui ont des monopoles, il n'y a pas de concurrence. Et qui sont enrichis en milliards de dollars. Oui, avec l'argent du peuple. Oui. Voilà, c'est 284 milliards de dollars sur un plan quinquennal. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Ils ont construit une prison, oui, en 2014, je crois qu'ils ont construit. Non, ils ont construit des prisons. La plus grande prison. Ils n'ont pas construit d'hôpitaux. La plus grande prison d'Afrique. Ah, voilà. Ils adorent les superlatifs. Voilà, la plus grande prison d'Afrique, ils l'ont construite à Ain Sultan, là où est Brahim Al-Alami. Je profite de l'occasion pour rappeler le sort de Brahim Al-Alami, qui maintenant, pour vous faire une démonstration de l'acharnement de ce pouvoir contre tous les militants, tous les partis, les politiciens, les hommes politiques, Gharras qui est encore en prison pour une déclaration, des journalistes qui Mouhad Ghasmi. Des journalistes qui ne font que leur métier. Ils font leur métier de journaliste. Ils n'inventent pas des événements. Ils sont là, ils rapportent des événements. Voilà. Un événement qui a eu lieu, c'est le métier du journaliste de rapporter cet événement. Ils vont en prison. Voilà. Monsieur il décrit une situation, donc c'est pas n'importe qui a le droit. Il faut demander à monsieur le ministre si on déclare, si on dit qu'il y a de l'huile dans le magasin ou il n'y en a pas. Voilà. Et sur le marché, est-ce que les gens trouvent disponible de l'huile, du sucre, des pommes de terre, des biens de première consommation, du lait, etc. Il faut appeler Alger pour savoir si à Tamnaras, il y a du lait ou il y a de la pomme de terre. Est-ce que les gens ils font des queues pendant 3 jours pour avoir un sac de semoule? C'est à monsieur le ministre à Alger de décider si c'est vrai, si c'est une pénurie ou pas. Bon, et ce qui s'est passé, c'est ils ont construit une prison. Je vais revenir pour Brahim Al-Alami. Brahim Al-Alami, il est en prison à Ain Sultan. Ils ont décidé de le transférer à Ain Oussara, à Djelfa. Il est originaire de la région de Borj Baraj. Et son transfert jusqu'à Ain Oussara, il va se faire en plusieurs étapes. Donc il va passer à Bouera, à Blida, je ne sais pas où. Il ne va pas aller directement à Ain Oussara. Ils vont le déplacer comme ça, ils vont faire... Même pour les transferts de prisonniers, moi je crois que ça c'est pour les prévenus. Mais pour ce qui est des détenus condamnés, généralement, ça va d'un point à un autre. Oui, mais là, vous me parlez, vous me dites que c'est comme s'il y avait des lois. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On n'est pas dans un pays de loi, on est dans un pays où l'arbitraire est la loi. Oui, en effet. C'est l'arbitraire qui est la loi. Donc c'est le pouvoir, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a pas de pouvoir législatif, il n'y a pas de pouvoir exécutif, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a aucun, tous les pouvoirs, il y a un pouvoir politique, de l'armée. La justice, elle est aux ordres du politique. Oui. Normalement, il y a une séparation entre le politique et le judiciaire. La justice, elle doit être complètement indépendante du pouvoir politique. Absolument. Ce n'est pas le cas. Les décisions... Pourtant, la Constitution, elle procède et elle énonce clairement qu'il y a séparation des pouvoirs. Leur Constitution. Et M. Tebboune nous dit que, voilà, ça sera ceci, ça sera 30 ans. 30 ans, il a décidé. Et si ça ne suffit pas, l'Edam, et puis il a dit aussi, ça sera perpète. Comme il veut, lui. Et les juges, ils disent oui. Voilà. Et ceux qui votent les lois, ils disent oui. Il n'y aura même pas de loi. C'est des décrets
Maintenant, c'est des décrets, des ordonnances. Des ordonnances. Donc, ça passe. Il n'y a même pas les formes. Passer une loi au Parlement, que ça soit voté par des députés, même si c'est des godillots, mais au moins, respectez les formes. Faites voter des lois par les députés que vous avez ramenés. Faites-leur voter des lois. Qui, de toutes les façons, vont lever la main. Ils vont lever la main. Donc, mais même ça, ils ne le font pas. Même ça, ils ne le font pas. Ordonnance, décret, allez, c'est appliqué. Vous mettez tout le monde en prison. Bon. Qui vont-ils mettre en prison, les spéculateurs? Ils sont où, les spéculateurs? Qui sont ces spéculateurs? Qui sont les gens capables de mobiliser autant de moyens pour spéculer, pour bloquer un marché, pour bloquer une matière, un produit essentiel, un produit de première nécessité, la pomme de terre, l'huile, le sucre, le lait, etc. Qui sont ces gens-là capables de bloquer tout un pays? Et d'ailleurs, on dit même que si le marché informel de la devise à Square pour Saïd et les autres marchés de devises dans toutes les villes d'Algérie, s'ils existent et qu'ils agissent en plein jour, c'est parce que leurs principaux clients sont les gens du pouvoir eux-mêmes. Ce sont eux qui achètent les devises pour pouvoir spéculer avec. Moi j'ai entendu, alors c'est hallucinant, moi j'ai entendu dire que maintenant l'argent ça ne se compte plus, ça se pèse. Ça se pèse, je vous le confirme. Ça se pèse. Je vous le confirme, moi j'ai vu faire. J'ai vu faire. Voilà. On pèse l'argent. On sait par exemple qu'un kilo de billets de 1000 dinars coûte après ça, à quelques billets près. Donc on pèse. On pèse. Même les machines ne suffisent plus parce qu'il y a tellement d'argent. C'est des camions d'argent. On n'a pas le temps de compter, donc on pèse l'argent. Ouais. C'est pour dire l'insignifiance de ça. Et la puissance des gens qui sont derrière tous ces trafics. Lies. Moi, je me rappelle, en fait, il y a une réalité économique en Algérie, c'est que la croissance elle est en déclin depuis 2014. Les finances publiques, il y a des gros déficits. Parce qu'il y avait une croissance avant 2014. Je veux dire, quand je dis une perte, enfin, il y a un déclin de la croissance parce qu'avant 2014, au fait, le prix du baril du pétrole, il était... voilà, c'est la seule... C'est mieux. C'est mieux. Voilà, donc les finances publiques, il y a un déficit des finances publiques, apparemment 15% du PIB, il faut le savoir. Raréfaction des financements, absence de politique... Inflation. Dévaluation. Dévaluation du dinar. Je vous remercie. Je ne savais pas que la valeur du dinar a été dévaluée de sa moitié en 2020. Et du coup, le pouvoir d'achat, évidemment. Forcément, c'est mathématique. Tout ça, voilà, c'est ça la réalité. Moi, je me rappelle, au fait, il faut savoir Ouihia qui disait que l'Algérie est capable de faire nourrir 400 millions d'habitants. Oui. 400 millions d'habitants. C'est-à-dire... Et son prédécesseur, son successeur, Sellel, qui avait dit qu'il ferait de Mascara la Californie de l'Algérie. Vous vous rappelez? Absolument. Après, il faut savoir, ils ont créé, vous avez posé la question, elle est pertinente, il y a siphonnage de cet argent. Je pense que c'est 275-285 milliards de dollars qui a été siphonné entre 2014 et 2019. Il faut savoir, durant cette période, il y avait la création du CNI, le Conseil national d'investissement. À cette époque-là, il a été créé par Ouihia, qui était Premier ministre, et le directeur de la Banque d'Algérie, M. Loukal. Il faut le savoir, tout ça, le Conseil national d'investissement, pour investir, les mêmes gens qui sont en prison aujourd'hui. Absolument, il faut ramener 1 milliard de dinars. Investissement, 1 milliard de dinars. C'est-à-dire que les investissements, c'est pour l'oligarchie. Voilà, cette oligarchie qui a détruit complètement le pays. Une oligarchie qu'ils ont eux-mêmes créée. Et cette oligarchie, elle est chacun crée son oligarque. Absolument, tout à fait. Tout son oligarque, l'autre son oligarque, ou ses oligarques, ses clientèles. Vous avez Monsieur Sucre, Général Semoule, Général ceci. Donc tous les leviers économiques, ils sont sous la mainmise de ces généraux, pas l'armée, hein, les généraux, qui ont la mainmise sur les secteurs économiques importants du pays. Et du coup, nous constatons quoi? Comme l'Algérie, maintenant, elle est affectée par la pauvreté. Parce qu'il y a la pauvreté, il y a des gens qui ont du mal à nourrir leurs enfants à la fin du mois. Ce sont des millions de gens qui basculent dans la précarité, du jour au lendemain. Et surtout parmi les retraités. Absolument. Quasiment tous les retraités, sauf ceux qui sont dans le FSR,
fameux fonds spécial des retraités, qui touche des retraites qui sont à peu près 40 à 50 fois plus élevées que les petites retraites. Mais sinon, Lies, la question que je voudrais vous poser, ça veut dire que de telles énormités qui se passent tous les jours en Algérie, c'est tous les jours, mais à tel point que ça s'est banalisé dans la tête. Vous savez, quelque chose qui se répète, on banalise dans sa tête, on ne fait plus attention. C'est un peu comme les mauvaises odeurs. Quand vous êtes à côté d'une tannerie, moi je l'ai essayé, ouais. Quand vous êtes à côté d'une tannerie, les premiers jours, c'est insupportable. Vous ne pouvez pas respirer. Mais au bout de la 4e journée, vous ne sentez plus du tout. Plus du tout. Vous ne sentez plus rien, ni la rose, ni les puanteurs. Mais sinon, oui. Comment expliquez-vous que les élites, les partis politiques, et c'est une question que je pose à chaque émission, moi, je vais vous le dire. Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi on ne les voit pas, on ne les entend pas? Ils sont aux abonnés absents. Les élites sont quasiment absents. Je dirais, est-ce que je peux me permettre de dire, est-ce que l'élite algérienne elle est complètement défaillante par rapport à ce qui se passe? Parce qu'il n'y a aucun... je veux dire, elle est où l'élite algérienne? Ils sont où, je veux dire, les gens qui sont... je veux dire, on en a marre de la morale du troupeau. Ils sont où les gens pour sensibiliser et de dire assez de ce régime, assez de ce régime. Je veux dire, le régime, j'ai l'impression qu'il va encore crescendo. Là, il n'y a plus... Moi, je l'appelle un régime nihiliste. Nihiliste. Il y a en face un peuple courageux qui lutte tous les jours, et en face, vous avez un pouvoir nihiliste, absence de morale, qui veut anéantir tout un peuple pour garder les mains du pouvoir. Et la presse? La presse, si Jamel Din, elle est inféodée complètement. Moi, ça m'a fait rire quand Tebboune, il dit... c'est-à-dire il pousse les médias à jouer leur rôle. Ils sont inféodés. Mais est-ce qu'ils sont inféodés ou est-ce qu'ils sont mis sous pression, qui n'ont pas le choix? Par exemple, je vais vous donner un simple petit exemple. Vous savez que la presse algérienne, elle fonctionne à la pub, comme tous les journaux du monde, mais que la pub en Algérie, elle est délivrée en fonction du zèle. Tout à fait, absolument. Vous avez vu, par exemple, l'exemple d'Al Watan. À un certain moment, il est sorti un peu des sentiers battus. Il a essayé de faire de sorte de résistance, mais enfin, moi je me disais, enfin. Mais il a été rappelé à l'ordre par la restriction publicitaire. Il allait fermer. Il n'avait plus de quoi payer ses salariés et il n'avait pas d'autre choix que de revenir parmi les fidèles. Et donc, est-ce qu'on peut dire inféodé? Est-ce qu'on peut dire servile? Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas le choix, cette presse? Enfin, moi, je dirais, la question, si on veut l'analyser de façon honnête, serviles, ils peuvent l'être. Inféodés, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas le choix? À un certain moment, il faut prendre une décision. Vous savez qu'on peut spéculer dans une décision à la base est quelque chose de spéculatif. On spécule, je dis, j'arrête de soutenir, j'arrête d'être inféodé et de dire non, basta. Oui, on spécule aussi sur une idée, sur une décision, sur un choix. Maintenant, est-ce que cette presse, elle va dire assez et elle va se ranger du côté du peuple et dénoncer enfin cette dictature qui nous gouverne? Il est temps, mais elle ne le peut pas. Elle ne peut pas sur un plan matériel. Il peut pas. Elle disparaît. Elle disparaît parce qu'elle est soutenue par le régime. C'est lui qui avance les fonds, qui donne la publicité, qui donne l'imprimerie, qui décide des impôts, qui décide de beaucoup de choses. Les journalistes donc, éthiques. Vous bougez, je vous ferme. D'une manière ou d'une autre, je vous ferme. Ça y est, c'est comme ça. Mais le comble, c'est qu'on n'entend même pas les journalistes. Mais sinon, votre avis sur la question? Il y a aussi le poids de l'inertie, la pesanteur du statu quo. Voilà. C'est l'habitus, comme on dit. Voilà. Les gens ont un rythme de vie, ont un mode de vie, ont une situation. Est-ce que ces gens-là peuvent revenir sur leur situation, sacrifier une situation, une famille, des enfants, un confort, des revenus, etc., du jour au lendemain, se dire « j'ai plus de revenus ». Est-ce que les gens sont capables de faire ça? C'est ce qu'on leur demande. Alors moi, je n'ai pas la prétention, et je n'aurai jamais l'arrogance de leur dire « voilà, pourquoi vous ne faites pas ceci ou pourquoi vous ne faites pas cela ». Chacun doit mesurer, mais l'engagement, oui, il faut on appelle les gens à se mobiliser. Il faut pas que ce soit des actions individuelles. Voilà.
tout ce qui peut C'est être, là où le bas blesse. Voilà, tout ce qui peut être fait en Algérie doit être fait dans l'Union. Il faut essayer de coordonner les efforts, de rassembler le plus possible pour et faire quelque chose. Mais un journaliste, voilà, on a eu un journaliste de Tamnarest, il a rapporté un fait, il a été voir, constater quelque chose, il a écrit un article. Il a rapporté sur sa page Facebook. 6 mois en prison. Oui. 6 mois en prison. Bon, quelle a été l'attitude ou le comportement de son journal? Bon. Au début, ils n'en ont même pas fait état. Il a fallu qu'il y ait de la protestation, qu'on leur reproche, pour qu'ils publient enfin dans leur... Voilà, son propre journal, sa direction, son comité de directeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi? Un soutien comme ça? Mais vous dites qu'il ne faut pas que ça se fasse individuellement. Vous avez un peu raison, je trouve, puisque pendant le Hirak, les rares journalistes qui individuellement sont montés au créneau, genre... Hassan Qadi, rappelez-moi le confrère qui était en prison, oui. Que Tebbouna Drarni, Mouali, Hassan, les rares journalistes qui ont osé sortir du lot, on leur a tapé sur la tête et ils n'ont pas eu d'autre choix que de se taire. De toute façon, même s'ils ne voulaient pas se taire, ils n'auraient pas d'autre choix. Mais comment faire dans une communauté, dans une profession, dans une corporation, où je le dis parce que je connais, j'ai appartenu à cette corporation, peut-être 80 ou 90% des gens ne se sentent pas concernés par... c'est des gens légitimes de la fiche de paie, où ils règlent ces petits problèmes avec M. Louali, M. le chef d'Aïra, ça s'arrête là. Comment pourrait-on obtenir une réaction, je ne sais pas, un sursaut? Il y a deux manières de nuire. Il y a les nuisibles, il y a les gens qui sont nuisibles, qui sont là dans le système et qui veulent nuire. Ils sont là pour faire du mal, pour faire de la spéculation, martyriser des gens, mettre des gens en prison. Et il y a aussi les gens qui sont contents de leur situation, qui ont le sentiment d'avoir réussi, parce que ce système, il ouvre quand même, c'est pas un système hermétique, il ouvre quand même des fenêtres, il ouvre des portes, il autorise l'accès à certains individus au détriment. Après, il faut renoncer à certaines valeurs aussi. Donc, on peut réussir en Algérie. On peut faire, d'ailleurs, on a des oligarques qui ont pompé en quelques années 286 milliards de dollars. Donc on a des milliardaires en Algérie, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont produit. Ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien fait. Ils ont des monopoles sur le sucre, la pomme de terre, l'huile, etc. Et ils sont multimilliardaires. Ils achètent en France, ils achètent en Belgique, en Hollande, ils achètent des villas somptueuses partout dans le monde. On ne sait pas comment ils sortent leur argent d'Algérie, alors que c'est complètement interdit. Ils sont aidés par des puissances qui leur permettent de blanchir leur argent dans leur pays respectifs. Voilà, on gonfle des factures, fausses factures. Les fausses factures, la surfacturation. La surfacturation, etc. Les donc sociétés écrans. Ce système crée quand même a une attirance, il attire des gens qui ont l'impression d'avoir réussi. Et d'ailleurs, ces gens-là, un tel, il a réussi, un tel, il a fait ceci. Pourquoi pas vous? Voilà. Il a ouvert encore maintenant avec les élections municipales encore une autre mangeoire. Voilà, comme vous l'appelez. Il a appelé encore des gens, ceux dans les mariages, les gens qui arrivent les premiers, là, ils sont toujours bien servis. Dans les mariages au pays, les gens qui arrivent au mariage, les premiers, ils arrivent bien servis. Et puis les derniers, en général, les retardataires, etc., il reste plus grand-chose. Donc, voilà. Merci Athman Mazit. Merci Diaz Jbaili, merci Boualem Amoura, merci Yahya Bounouar, merci Nordin Aoussat. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bkhaw ala khair, Slama, et à demain, Inch'Allah.